Après son premier déplacement hors des frontières nationales, à l'occasion de sa participation au deuxième sommet Russie-France-Afrique, le président de la transition est attendu à la Fédération de Russie pour une visite d'État. La visite du président Goïta est le prolongement des sommets de Saint-Pétersbourg où l'Afrique a été conviée comme actrice. Plus de 47 milliards de francs CFA, c'est le coût de la deuxième phase du programme de développement de l'irrigation dans les Bani et à Selingué. Cette deuxième phase sera mise en œuvre à Djéné, à San, dans la zone du Moyen Bani et à Selingué, pays DS. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. D'abord, cette nouvelle. À l'invitation de son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État, accompagné d'une délégation ministérielle multisectorielle, effectuera une visite officielle en Fédération de Russie du 23 au 26 juin 2025. La visite du président de la transition en Fédération de Russie s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations spéciales entre les deux pays, empreinte de respect mutuel, d'intérêt commun et d'amitié. Elle illustre la convergence de vues entre les deux chefs d'État sur les questions de paix et de sécurité internationale, y compris la vision du Mali et de la Fédération et de la Confédération des États du Sahel AES sur la lutte contre le terrorisme au Sahel, ainsi que les perspectives de développement au bénéfice des populations maliennes et russes. À cet égard, ce séjour en Russie, première visite du président de la transition dans un cadre bilatéral, marque la constance de la confiance et de l'estime entre les deux chefs d'État et le partenariat stratégique qui lie le Mali et la Russie dans un contexte de solidarité renforcée. Justement, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est attendu à Moscou pour une visite d'État. Elle s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales stratégiques entre le Mali et la Russie, ainsi que la diversification des partenariats depuis sa prise de fonction. Le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, est donc attendu en Russie. La visite du président Goïta est le prolongement des sommets de Saint-Pétersbourg où l'Afrique a été conviée comme actrice. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou et Sidiki Balo. Sur invitation du président de la Fédération de Russie, le président de la transition, chef de l'État, est attendu à Moscou. Une visite d'État à valeur stratégique, surtout dans un contexte où le Mali redéfinit et avec assurance ses alliances sur l'échiquier géopolitique. Depuis quelques années, Bamako et Moscou ont tissé les liens portés par une convergence d'intérêts militaires, politiques et économiques. Cette visite du président Goïta apparaît donc comme le couronnement d'un rapprochement méthodiquement préparé. Sous les hors du Kremlin, les drapeaux s'apprêtent à flotter côte à côte. La Russie, qui a multiplié ces derniers temps les gestes envers le Mali, s'apprête à dérouler le tapis rouge au président Goïta. Selon des sources diplomatiques russes, le cérémonial sera à la hauteur des ambitions communes, hymnes nationaux, entretiens de haut niveau. Pour le Kremlin, cette visite est plus qu'un rendez-vous diplomatique, c'est une démonstration, celle de son ancrage croissant et sans complexe avec un Mali décidé à affirmer sa souveraineté. Dans les rues de la capitale russe, à quelques heures de l'arrivée du président Goïta, le ballet diplomatique s'accélère et les détails sont soignés dans les couloirs du pouvoir. Sur le fond, la visite s'inscrit dans une dynamique de coopération élargie. Après les volets sécuritaires et militaires, viennent désormais les secteurs stratégiques comme l'énergie, les mines ou encore l'agriculture, traduisant une volonté mutuelle d'enraciner un partenariat gagnant-gagnant, cher au discours des deux capitales. L'agenda prévoit une rencontre avec le président Vladimir Poutine. C'est donc bien plus qu'un déplacement, c'est un signal d'un Mali qui assume son repositionnement loin de
écarter certaines influences traditionnelles et se tourne vers des partenariats qu'il juge respectueux. Dans une capitale russe habituée aux mobilisations, c'est désormais l'Afrique à travers la Confédération des États du Sahel qui entre dans la lumière. Et c'est le Mali par la voix de son président qui parlera au monde dans les heures qui viennent. Résolument tourné vers l'avenir, fort d'une volonté de stabilité et de souveraineté retrouvée, Bamako veut écrire un nouveau chapitre et Moscou, manifestement, est prêt à en être co-auteur de ce nouveau chapitre. Retour à Bamako, plus de 47 milliards de francs CFA, c'est le coût de la deuxième phase du programme de développement de l'irrigation dans le Bani et à Sélégué, PIDBS. Au regard des bons résultats engrangés lors de la première phase, le gouvernement du Mali et la BOAD ont décidé de mettre en place une deuxième phase. Cette deuxième phase sera mise en œuvre à Djéné, à San, dans la zone du Moyen Bani et à Sélégué. Le projet a été lancé hier par le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Le point avec Mamari et Alou Touré. Après les succès obtenus dans la mise en œuvre du programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Mali et à Sélégué, première phase, voici donc la deuxième phase. C'est-à-dire que le développement de l'irrigation est au cœur de la stratégie de développement agricole au Mali. Elle vise à soutenir la résilience des populations rurales, garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, stimuler la croissance économique et enfin lutter contre la pauvreté. Dans la mise en œuvre de la première phase du programme, des acquis ont été obtenus à Djéné, San et Sélégué. Le Mali est un pays à vocation agro-pastorale avec le plus grand potentiel hydro-agricole de la zone sahélienne. C'est pourquoi la politique agricole du gouvernement est orientée vers une vision globale du développement durable décliné dans le Malikro Niatasira Kabes Ambafla Bioroni Sabama, dont la finalité est d'assurer la satisfaction des besoins fondamentaux de notre population à l'horizon 2063. Le programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué est une initiative du gouvernement avec les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans le strict respect des principes qui guident l'action publique. Le programme, dans sa première phase, a permis, malgré le contexte sécuritaire difficile dans certaines de ces zones d'intervention, entre autres, la réalisation des barrages structurants de Kourouba et de Djéné et leurs ouvrages connexes, aujourd'hui tous fonctionnels, l'aménagement hydro-agricole de 36 500 hectares, la production additionnelle annuelle induite de 61 085 tonnes de riz paddy, 7 657 tonnes de légumes, 1975 tonnes de poissons, 701 140 litres de lait et 3 668 emplois créés sur les différents sites. La deuxième phase du programme s'inscrit dans la continuité de la précédente, dont l'objectif global est de alimentaire durable. Je saisis cette circonstance solennelle pour exprimer tout notre soutien aux forces de défense et de sécurité pour leur succès au cours de cette dernière semaine. Nos FAMA veillent sur notre quiétude et notre sécurité. Elles constituent l'exemple de notre refondation et de notre souveraineté. Le Premier ministre a engagé le ministre de l'Agriculture à veiller au suivi de la mise en œuvre des activités du programme au profit des populations. Il a enfin exhorté les producteurs et l'ensemble des acteurs du secteur du développement rural à s'investir davantage en vue de l'atteinte des objectifs assignés par le président de la transition dans le plan de campagne agricole harmonisé et consolidé 2025-2026. La passerelle reliant le terminal 2 au terminal 1 de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou et le nouveau siège des aéroports du Mali ont été inaugurés hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le nouveau siège des aéroports du Mali est un bâtiment de R+2 qui a coûté plus de 6 milliards de francs CFA. Il vise à mettre le personnel dans de bonnes conditions de travail. Quant à la passerelle de débarquement, elle doit contribuer à améliorer la fluidité à l'arrivée des passagers. Le Premier ministre a salué la vision du président de la transition à travers la réalisation de ces infrastructures qui constituent le témoignage de l'engagement souverain de nos autorités. Nous retrouvons Mamari Kone et Alou Touré. Une nouvelle passerelle de débarquement relie désormais le terminal 2 à l'arrivée B du terminal 1 de l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako Sénou. Un nouveau siège est également mis à la disposition des travailleurs des aéroports du Mali pour de meilleures conditions de travail.
Cette journée du 19 juin 2025 restera longtemps gravée dans les annales des aéroports du Mali. Deux infrastructures qui traduisent la modernisation des plateformes aéroportuaires du Mali. Les travaux de réalisation du projet de construction de la passerelle ont consisté en l'aménagement d'un ouvrage en structure métallique d'une longueur de 53 mètres et d'une largeur de 2,10 mètres et d'une hauteur de 3 mètres, assemblée sur des fondations en béton armé. La réhabilitation du hall de livraison des bagages du terminal 1, la mise à niveau des boxes de formalité de police des frontières, la création d'un hall d'arrivée des passagers, la climatisation de l'enceinte de la passerelle, la réhabilitation de la climatisation de la salle arrivée B et l'installation d'un nouveau tapis de livraison des bagages à l'arrivée B. Le nouveau siège comprend un bloc principal de 6510 m², dont 72 bureaux, 17 blocs de toilettes communes, 32 toilettes individuelles, une salle de conférence multifonctionnelle de 150 places, 11 locaux techniques, 3 salles de réunion, une bibliothèque, une salle d'archives et une cantine. Un magasin de stockage, 2 postes d'entrée et des toilettes extérieures. Un local bâche à eau de 120 m3, des voies de circulation d'allées et bitumées, des parkings automobiles de 30 places couvertes et de 100 places non couvertes et des espaces verts. Pour le ministre des Transports et des Infrastructures qui a suivi de près les deux projets, leur réalisation s'inscrit en droite ligne de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement. Le siège des aéroports à sa création en 1970 était à l'aéroport de Hamdalaye qui abritait l'ensemble des services. À l'inauguration de l'aéroport de Bamako-Sénou en 1975, la direction générale et les services d'exploitation ont été transférés à Sénou. Les services administratifs et financiers sont restés à Hamdalaye. L'éloignement des deux sites a impacté la communication intra-entreprise, la gestion des courriers, la coordination des activités communes, le suivi du personnel et l'efficience de l'action de l'organisme. En se dotant d'un nouveau siège, Aéroport du Mali rassemble ses services et ses travailleurs sur un même site et améliore en son sein les conditions de travail. La passerelle de débarquement contribuera à améliorer la fluidité à l'arrivée des passagers aux aires de pointe. En effet, elle permettra de traiter à l'arrivée simultanément 3 vols accostés aux passerelles et d'améliorer la gestion des flux passagers et des bagages dans les 2 terminaux. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, l'inauguration de la passerelle et du nouveau siège des aéroports du Mali représente une étape majeure dans la modernisation des infrastructures aéroportuaires de notre pays. Le 21 décembre 2024, nous avons procédé ici, à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, à une double inauguration, la réception de la tour de contrôle et la réception d'un bâtiment technique de lutte contre l'incendie. Aujourd'hui, nous sommes au même endroit, à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, sur instruction du chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, pour procéder à la fois à l'inauguration de la passerelle du débarquement, reliant le terminal 1 et 2 de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, également de l'inauguration du siège social des aéroports du Mali. Je voudrais rappeler que l'objectif premier est d'accroître la capacité d'accueil de notre aéroport et le siège social contribuera sans nul doute à renforcer l'efficacité de cette entreprise qui fait la fierté du Mali. Évidemment, toutes ces actions cohérentes, articulées, reflètent à suffisance l'engagement, la détermination et l'abnégation du chef de l'État à promouvoir le secteur aérien malien, procéder au désenclavement de notre pays et également renforcer la sécurité et la sûreté aéroportuaire. Un autre motif de fierté, toutes ces infrastructures ont été réalisées sur fonds propres, donc par le budget national. C'est important de préciser que toutes ces infrastructures ont été réalisées par des entreprises maliennes. Je voudrais ici, au nom du chef de l'État, les remercier et les féliciter pour cette prouesse. Information supplémentaire qui est également très capitale, la décision qui a été prise de procéder à la construction du siège social des aéroports du Mali. Cette décision a été prise par le conseil d'administration en 2022, donc on est en 2025, pour procéder à l'inauguration de ce joyau architectural.
Je voudrais, au nom du chef de l'État, remercier et féliciter également Madame le ministre des Transports, également le PDG des aéroports du Mali pour leur engagement et leur abnégation. Nous avons pris bonne note de la promesse du PDG des aéroports du Mali de prendre bien soin de ces joyaux architecturaux. Le nouveau siège des aéroports du Mali a coûté 6,219 milliards de francs CFA. La structure dispose ainsi d'un siège à la dimension de son statut et de sa mission. Aéroport du Mali est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il a pour mission la gestion des aérodromes, l'exploitation et le développement des installations, ouvrages et services commerciaux des aéroports. Cet autre communiqué, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attayer, informe l'opinion nationale que le gouvernement du Mali suit avec une grande attention la situation de nos compatriotes établis en Iran depuis l'éclatement du conflit dans cette région. Au regard des évolutions préoccupantes de la situation sécuritaire dans ce pays, le gouvernement, à travers le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, a procédé au recoupement d'informations par l'intermédiaire de notre ambassade à Téhéran et établi un contact direct avec la communauté malienne en Iran. La situation de présence de Maliens dans ce pays se présente ainsi. 3 familles de diplomates maliens avec 9 personnes à Téhéran, 20 étudiants boursiers à Kazvin, une centaine d'étudiants en études islamiques et leurs familles à Qom. Le ministre suit avec une grande attention l'évolution de la situation et rassure que les dispositions sont en cours pour procéder au rapatriement de tous nos compatriotes concernés par la situation et désirant quitter l'Iran. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attayer, invite l'ensemble de nos compatriotes établis en Iran à garder le calme et à éviter les zones à risque. 36 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires réalisé au terme de l'exercice 2024 par la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA. C'est ce qui ressort de la 43e Assemblée générale ordinaire de la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA tenue à Bamako. Cette institution d'assurance sous-régionale qui regroupe une douzaine de pays africains a été portée sur les fonds baptismaux à Bamako. C'était en 1981. Le point avec Ardu Matina. Les acteurs du secteur des assurances de la sous-région sont à Bamako à la faveur de la 43e Assemblée générale ordinaire de la compagnie commune des réassurances des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Intervenant au lendemain de l'élection d'un nouveau directeur général à la tête de l'institution commune de réassurance, la tenue de cette Assemblée générale ordinaire illustre la vitalité de l'espace communautaire en matière d'assurance et de réassurance. Dans un environnement économique et assurantiel en constante mutation, l'année écoulée a été marquée par des défis multiples, notamment la volatilité des marchés financiers, l'évolution des risques climatiques, les conditions durcies du marché de la rétrocession, des exigences accrues de conformité réglementaire sur certains marchés de l'assurance. En dépit de ce contexte difficile, votre compagnie a su démontrer sa résilience et sa capacité d'adaptation. Au cours des 5 dernières années, la SICARE a affirmé sa trajectoire de croissance rentable et renforcé sa position dans le secteur de la réassurance en Afrique. L'institution commune des réassurances regroupe 12 pays africains. Malgré le contexte actuel marqué par des défis économiques majeurs, elle parvient néanmoins à maintenir le cap, surtout au titre de l'année 2024. En dépit d'un environnement régional et international instable, parfois incertain, notre compagnie commune de réassurance a su se maintenir sur une trajectoire ascendante. Les chiffres que nous avons sous les yeux parlent d'eux-mêmes. Un chiffre d'affaires de 136 milliards de francs CFA réalisé au terme de l'exercice 2024 et un résultat net de 11 milliards de francs CFA traduisant la robustesse de notre modèle économique. Les travaux de cette Assemblée générale nous conduiront à examiner puis à clôturer les comptes de la compagnie au 31 décembre 2024
et à prendre un ensemble de résolutions stratégiques. Il me plaît de rappeler que c'est à Bamako que la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA a été portée sur les fonds baptismaux en 1981. À ce jour, la CICARE affiche un chiffre d'affaires de 136 milliards de francs CFA sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024. Que de chemin parcouru dans un contexte de globalisation des marchés des risques. Je vous exhorte à préserver dans l'excellence et surtout dans l'accompagnement des sociétés d'assurance de notre espace intégré en vue de promouvoir un développement harmonieux de l'industrie des assurances. Je reste convaincu que vos réflexions, vos contributions et vos décisions lors de la présente Assemblée seront à la hauteur de ces ambitions. Les participants à cette 43e Assemblée générale ordinaire, notamment les actionnaires des assurances, aborderont plusieurs autres sujets lors de la rencontre. Occasion pour le ministre Sanou, non moins président du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, d'exhorter les membres à la persévérance, condition essentielle pour renforcer la solidité financière de l'outil de réassurance dans un environnement économique et commercial fragile. La maison de la justice de Mopti a été inaugurée hier par le ministre de la Justice des droits de l'homme. Sa réalisation a coûté environ 1 milliard de francs CFA. Cette maison va appuyer les efforts de réforme et de modernisation de la justice dans la région de Mopti et dans l'ensemble des zones du Nord. Reportage signé Omar Maïga sur le même Tepsugi. Bâtie sur une superficie de 8200 m², la maison de justice de Mopti est une infrastructure conçue dans le style architectural soudano-sahélien, composée de bâtiments administratifs avec des bureaux, une salle de conférence, d'un bâtiment hôte, un mur de clôture de 3 mètres de hauteur, entre autres. Ces œuvres est un symbole architectural de partenariat entre le gouvernement de la République du Mali et Cap Sahel, une structure décentralisée qui assurera désormais une présence judiciaire de proximité et garantira aux citoyens un accès aux droits. Fruit d'un partenariat fécond entre ECAP Sahel et le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à travers l'Union européenne, une page glorieuse de l'histoire s'ouvre à la justice malienne. La maison de justice que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas un bâtiment, elle est un symbole de résilience, de réengagement institutionnel, de retour progressif de l'état de droit. Cette maison offrira aux magistrats un cadre de travail sécurisé, où ils pourront exercer en toute sérénité. Elle permettra également d'héberger des sessions de formation à destination des officiers de police judiciaire et des autres acteurs de la chaîne pénale. La réalisation d'une telle infrastructure est aujourd'hui plus que jamais une nécessité pour accompagner les efforts des forces de défense et de sécurité dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité auxquelles notre pays fait face, favorisant ainsi le retour des services de l'État dans les localités touchées par l'insécurité. En effet, la protection de l'État et l'accès aux services sociaux de base constituent des droits de nos concitoyens, quel que soit le lieu où ils se trouvent sur le territoire national. Loin d'une cérémonie d'inauguration, la réalisation du projet vient rallonger la liste des actions majeures réalisées au compte de la justice. Elle participe de la vision et des orientations du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, de bâtir une justice accessible, moderne, dynamique et orientée vers la satisfaction des besoins de nos concitoyens. La maison justice vient renforcer les capacités de notre département à mieux s'organiser pour faire face aux réalités nouvelles qui induisent la nécessité de prendre les dispositions nécessaires, innovantes et adaptées pour assurer le bon fonctionnement du service public de la justice sur l'ensemble du territoire national. La maison de justice de Mopti, qui paraissait comme une vue d'esprit, devient ainsi une réalité grâce au soutien de tous ceux qui ont contribué à sa réalisation dans la région de Mopti. Un peu devant, le chef d'état-major de l'armée des terres, le général de brigade Haruna Samake, a effectué une visite de travail à Tombouctou. Objectif, s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain. Le chef d'état-major de l'armée des terres a également rencontré l'ensemble des corporations des forces de défense et de sécurité. En marge de cette visite, il a aussi rencontré les nouvelles recrues du centre d'instruction de Tombouctou. Reportage signé Najim Baba Sissé, Maouloud Tandina. En visite de travail dans la région de Tombouctou,
Le chef d'état-major de l'armée de terre a eu droit à une présentation de la situation sécuritaire de la région à travers le secteur 3 de l'opération Dougou-Koloko au centre opérationnel du camp Fort Cheikh Sidi Bekay. Ensuite, il a animé un cadre d'échange avec l'ensemble des corporations des forces de défense et de sécurité. Cet espace d'échange a pour objectif de s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain et ensuite leur transmettre les salutations et encouragements des hautes autorités de la transition suite à la neutralisation des terroristes lors de l'attaque de la ville de Tombouctou le 2 juin dernier. C'est une instruction non seulement du chef d'état-major général des armées, mais de la haute hiérarchie, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le chef suprême des armées. Nous devons venir auprès des hommes qui sont sur le terrain pour voir dans quelles conditions ils travaillent et trouver des solutions dans les problèmes qu'ils ont sur le terrain. Je suis ravi et je suis très satisfait du travail abattu par le commandant de secteur, le commandant de région militaire et ses collaborateurs des autres armées et services. Ici à Tombouctou, j'ai l'air tranquille. J'ai l'air tranquille parce que je vois des hommes rompus à la tâche, qui ne dorment pas de jour comme de nuit. Le général Samaké a aussi mis à profit cette mission pour visiter les centres d'instruction de Tombouctou qui accueillent de nouvelles recrues et favorisent la formation continue des hommes. Ici, l'hôte a eu droit à une présentation du centre et s'est adressé aux recrues dans un langage clair quant au comportement adopté en tant qu'élément des forces de défense et de sécurité. La visite du chef d'état-major de l'armée de terre nous réconforte davantage dans notre travail de tous les jours. Nous prenons bonne note des conseils et de ses suggestions. Nous allons redoubler d'efforts pour assurer la bonne formation des militaires en général et en particulier la préparation opérationnelle des unités du secteur 3 de l'opération Dougou-Koloko. On a visité le centre d'instruction ce matin. Je suis très satisfait de la formation des nouvelles recrues et je suis très satisfait de la préparation opérationnelle des unités qui doivent être engagées sur le terrain. À Tombouctou, la hiérarchie tient le bon bout et je les exhorte à continuer sur cette lancée pour que la victoire finale, qui est très proche, soit pour l'ensemble du Mali. Ils sont là pour la population civile. Et notre centre de gravité aujourd'hui, c'est la population civile. Si la population civile est satisfaite, ça veut dire que le travail qui est fait par ces hommes et ces femmes à Tombouctou, toutes corporations confondues, est très bon. Cette démarche est hautement saluée par la hiérarchie qui a par la même occasion introduit des doléances pour le bien-être des hommes engagés sur les théâtres des opérations. Nous sommes non seulement honorés, mais nous sommes aussi fiers de cette visite. Et cette visite nous a permis d'abord d'exposer certains de nos problèmes, des doléances dont certaines ont déjà été prises en compte. Vous avez assisté vous-même à la pose de la première pierre du célibatarium des soldats. Ça a requinqué le moral de la troupe. Le général, lors de sa tournée, nous a prodigué des conseils que nous allons suivre à la lettre. Aussi, cela nous permet toujours de pouvoir être en cohérence avec le haut commandement. Donc nous allons continuer sur les instructions du haut commandement. Et le général a profité aussi de cette occasion pour renouveler la confiance de toute la hiérarchie aux militaires de Tombouctou. Et cela nous interpelle, puisqu'il est de notre devoir maintenant de continuer à travailler pour mériter cette confiance. Nous devons continuer, poursuivre avec la formation des ressources humaines de qualité, la formation des hommes, et pour pouvoir relever le défi. Mais nous savons aussi que la tâche sera dure et la tâche est très ardue. C'est à nous de nous mettre déjà à la tâche pour relever les défis qui sont les nôtres. Auparavant, le général Samaké avait rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Tombouctou, représenté par son directeur de cabinet, ainsi qu'aux notabilités auxquelles il a confié des prières au nom des hautes autorités de la transition. Face à l'urgence écologique qui frappe le continent, l'université Bazo a accueilli un colloque international sur la crise environnementale en Afrique. Chercheurs, experts et étudiants échangent pendant 2 jours pour proposer des solutions concrètes face aux défis écologiques du continent. Les détails avec Maïmouna Guindo et Alkaou Traoré. Chaque année,
L'Afrique perd près de 4 millions d'hectares de forêt et plus de 45% de ces terres sont déjà touchées par la désertification. Alors que les écosystèmes s'effondrent, les scientifiques dénoncent l'indifférence face à la gravité de la situation. À l'université Bazo, un colloque international a réuni chercheurs et experts pour faire face, chiffres à l'appui, à une urgence écologique devenue systémique. La crise environnementale n'est plus une abstraction ni une menace lointaine. Elle est aujourd'hui notre réalité partagée, marquée par l'intensification des phénomènes extrêmes, la dégradation des écosystèmes, l'épuisement des ressources naturelles et leurs conséquences sur la santé, les mobilités, les conflits et la sécurité alimentaire. L'environnement est aujourd'hui à la croisée des préoccupations. Parmi lesquelles préoccupations, nous avons le changement climatique, la perte alarmante de la biodiversité, la pollution croissante et l'épuisement des ressources naturelles, pour ne citer que celles-ci. Ces crises appellent une réflexion urgente, mais surtout des actions concrètes et collectives. Au-delà du constat alarmant, les organisateurs ont mis en lumière les grands axes autour desquels s'articuleront leurs réflexions. Le thème de ce colloque, crise environnementale en Afrique, regard croisé, invite justement à croiser les disciplines, les expériences, les générations pour bâtir une réponse collective, lucide et adaptée à nos réalités. Le représentant du département de tutelle et celui du CNT ont tour à tour souligné l'importance du colloque, l'un sur le plan académique, l'autre en rappelant deux lois récemment adoptées. La protection de l'environnement pour une humanité universelle n'est pas un simple exercice technique, ni une spéculation creuse et brimeuse. Elle incarne une vision politique universelle, d'équité et de respect des droits fondamentaux humains et animaux. Le succès de cette ambition dépendra d'une politique active de vulgarisation du droit environnemental auprès des citoyens, d'un mécanisme permanent de suivi, d'évaluation et d'ajustement des réformes engagées. Pas plus que la semaine passée, nous avons adopté des textes de loi, des textes portant modification de deux lois extrêmement importantes pour rendre encore plus contraignants nos textes en matière de préservation de notre environnement, de notre écosystème. Nous avons intégré des mesures extrêmement vigoureuses pour que désormais les délinquants puissent réfléchir à 7 fois avant de s'attaquer à notre environnement. Ceci participe de l'engagement de notre pays à contribuer à la mise en application du principe polyarbaire, qui est une convention économique internationale qui permet non seulement de dissuader ces leaders, mais aussi de mobiliser des ressources pour le secteur environnemental. À l'université Bazo, la science a parlé, reste désormais à transformer en actes concrets les propositions qu'elle a formulées avant qu'il ne soit trop tard. Un reportage signé Maïmouna Gundo. Nous revenons sur ce communiqué à l'invitation de son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, accompagné d'une délégation ministérielle multisectorielle, effectuera une visite officielle en Fédération de Russie du 23 au 26 juin 2025. La visite du président de la transition en Fédération de Russie s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations spéciales entre les deux pays, empreintes de respect mutuel, d'intérêt commun et d'amitié, et illustre la convergence de vues entre les deux chefs d'État sur les questions de paix et de sécurité internationale, y compris la vision du Mali et de la Confédération des États du Sahel AES sur la lutte contre le terrorisme au Sahel, ainsi que les perspectives de développement au bénéfice des populations maliennes et russes.
À cet égard, ce séjour en Russie, première visite du président de la transition dans un cadre bilatéral, marque la constance de la confiance et de l'estime entre les deux chefs d'État et le partenariat stratégique qui lie le Mali et la Russie dans un contexte de solidarité renforcée. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.